Aujourd'hui, j'ai enfilé ce magnifique gilet. Vous savez pourquoi? Car nous sommes en direct de Roissy-Charles de Gaulle, l'un des plus grands aéroports de France et l'un des plus gros aéroports d'Europe. On va faire une petite visite, une visite privilégiée. Et pour nous accompagner dans cette visite, qui de mieux que quelqu'un qui a une connaissance pointue du lieu, monsieur Philippe Pascal, PDG du groupe ADP. Philippe, comment vas-tu? Bonjour Zach. La forme? Très bien, merci. Bienvenue à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. T'as toujours un peu de magie quand tu vois là comme ça les avions, les pistes, parce que juste à côté de nous, comme ça, il y a un petit A380 Etihad, je vois Qatar Airways, Singapour Airlines, Eva Air, ça évoque des destinations lointaines. Est-ce qu'il y a toujours une petite magie dedans? Ah ouais, c'est cette part de rêve qui motive tous les salariés de l'entreprise, mais au-delà, tous les salariés de la plateforme. Il y a 90 000 personnes qui travaillent ici, et donc ils sont tous passionnés. 90 000 personnes. Voilà, Charles de Gaulle, un tiers de la surface de Paris. Ouais, Voilà, donc c'est quand même une ville, magnifique. ville avec tous les métiers. Ça progresse un aéroport. Est-ce que, par exemple, maintenant, il y a plus de passagers qu'en 2019? Parce que je sais que 2019, c'était la dernière année de référence pré-Covid. On sait qu'après Covid, parce que j'ai lu beaucoup d'articles, ça a vraiment repris en balle. Maintenant qu'on est en 2025, ça fait quand même 2-3 ans que le trafic aérien a bien repris. On est à quel niveau là? Alors on va presque revenir au niveau de 2019. On n'y est pas tout à fait. En revanche, c'est plus du tout le même trafic. C'est-à-dire que le trafic national, domestique comme on dit chez nous, c'est-à-dire les avions intérieurs à la France, en fait aujourd'hui sont à 75% de 2019. D'accord. Donc les gens voyagent beaucoup moins en intérieur de la France, ils prennent le train. Ah, c'est ce que j'allais dire, ils prennent d'autres mobilités. En revanche, comme on est aujourd'hui, on est presque revenu à 98% du niveau de 2019, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de trafic international. Et donc ça c'est top parce que ça veut dire que on prend l'avion quand on en a vraiment besoin, quand c'est environnementalement pertinent, et puis on vient plus à l'aéroport de toute la France par le train. Et en fait, ça c'est vraiment ça qu'on veut faire. On sait que la gare aujourd'hui, elle va pouvoir doubler de taille et qu'on va pouvoir venir en TGV, prendre l'avion de partout en France. Et donc ça, on s'organise pour faire ça. Ou à l'inverse, les gens genre, arrivent en avion ici, puis prennent le train pour Prennent le partir train en directement. France. Et nous, notre ambition, c'est que d'ici 10-15 ans, c'est que la gare de CDG soit en nombre de voyageurs plus importante que la gare de Lyon-Perrache. Donc que ça devienne vraiment une grosse gare et que l'aéroport soit autour de cette gare. Parler comme ça avec juste à côté le big avion Turkish Airlines. Donc là, la réglementation suppose qu'on attende que l'avion ait fini de manœuvrer. C'est bien l'avion qui est prioritaire. Donc c'est la caserne intérieure ici? C'est l'une des deux casernes Ouais. pompiers, celle qui s'occupe de toute la partie nord de l'aéroport. Donc tu as plusieurs camions de pompiers qui sont là, qui sont toujours prépositionnés, toujours prêts à partir, à fond. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. On va voir comment ça assister à un fonctionne. petit exercice. Un peu de pratique. Un peu d'adrénaline aussi. Alors je suis Vincent, je suis responsable des pompiers de l'aéroport depuis quelques mois. Donc j'encadre une équipe de 126 personnels qui interviennent quotidiennement sur la plateforme aéroportuaire. Philippe, il m'a raconté quelque chose à propos de ce camion. Oui, Apparemment, ce camion, déjà d'une, il a une grosse valeur et en plus de ça, il a quelques particularités dans son fonctionnement. la particularité, c'est que réglementairement, on doit arriver avec 30 mètres cubes d'eau en moins de 3 minutes en bout de piste, pour sauver un maximum de vie humaine. Et donc pour emmener ces 30 minutes d'eau, il faut des camions qui roulent vite, qui sont très puissants. Puissant comme cet avion? Alors un peu moins puissant. Les amis, on est sur une piste d'aéroport, vous doutez bien, il va y avoir des petits bruits. Alors là, on est sur un camion qui a à peu près 1400 chevaux et qui roule à 140 km/h. Pour atteindre cette vitesse-là, il faut 25 secondes, 30 secondes à peu près. Ouais. Mais on arrive en moins de 3 minutes dans ces bouts de piste. Tous les jours, on réalise entre 15 et 20 interventions de secours public et à peu près 2 interventions aéronautiques par jour. Alors, je vous rassure, les interventions aéronautiques, on n'est pas sur du crash quotidien. Ouais. On a 1400 mouvements par jour sur l'aéroport Charles de Gaulle et parfois on peut avoir 1 ou 2 couacs au niveau mécanique. Le pilote, il est assez aveugle et donc il va demander la sécurité pour s'assurer qu'il peut rejoindre le point de parking en toute sécurité. Vous avez déjà eu des urgences ici? Je suppose que oui, mais par exemple, je sais pas, un petit genre un départ de feu, un avion qui a un problème ou quelque chose? Ça peut arriver, Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les délais font que ça ne va pas s'envenimer très vite. On va la plupart du temps être prépositionné à l'avance.
hein, sur le long de la piste. Et dès que l'avion va avoir un problème sur la piste, on va être là dans les 10 secondes à peu près. C'est comme quand on voit des fois des vidéos où des fois il y a des avions, ils atterrissent, il y a déjà 2 camions de pompiers sur le côté, totalement prêts et tout ça. C'est ça, en fait, le pilote, il est en relation avec le chef de la tour de contrôle qui va lui nous déclencher par un système dédié. Et donc on va se prépositionner, on va attendre l'avion et s'il a un problème, on interviendra de suite. Mais le camion, on tu vois, dirait les Power Rangers. Regarde, Zach, ce que je te disais, les bottes avec la combinaison au pied. Il arrive devant le camion. Alors vraiment, là, le pilote, il va appeler la tour de contrôle, le chef tour, il va appuyer sur un bouton, ça va envoyer un signal sonore et ça va ouvrir toutes les portes des casernes, et ça va allumer les éclairages, ça peut être également en nuit. Et donc en fait, notre seul moyen d'atteindre ces 3 minutes, c'est de travailler sur le temps de ralliement. Et donc on va faire en sorte d'être habillé le plus rapidement possible. Et donc l'opérateur, il va enlever ses rangers, il va mettre ses bottes, il va monter dans le camion et il va tracer directement sur l'intervention. Donc on a 3 véhicules de ce type-là qui sont armés par 2 pompiers, chaque véhicule. On va en fait créer une aire de sauvetage autour de l'avion. Ça va permettre aux gens qui peuvent évacuer d'évacuer par eux-mêmes. Notre camion va procéder au refroidissement de la cellule pour pas que ça s'envenime à l'intérieur. Et puis on va procéder également sur un tapis de mousse, si jamais on a du hydrocarbure en feu, pour faire en sorte qu'on puisse évacuer en sécurité. J'ai pas trop de souvenirs d'incidents comme ça, CDG. Vous avez déjà eu en traité un comme ça? Genre Alors, un feu sur un avion, par exemple, un exemple récent, même il y a quelques années? Alors, les seuls feux qu'on peut avoir et qui sont très vite maîtrisés, c'est des feux sur des moteurs. Voilà, c'est des problèmes qui sont plutôt techniques avec des résidus d'hydrocarbures qu'on a à l'intérieur. Mais rien de plus, heureusement à ce stade, c'est quand même une belle machine qui est bien sécurisée. Depuis le Concorde, il ne s'est rien passé de majeur sur l'aéroport CDG. Vraiment, je repars sur le camion. Sur le camion, un Megazord. C'est un Megazord. Il est exceptionnel. Hein. C'est quoi la suite? Comment ça fonctionne? Et ben la suite, je vous propose de faire une démonstration. On a un avion de simulation, et voilà, qu'on va enfumer. On va faire une vraie intervention où je vous propose de monter dans le camion et d'aller voir ça. On y va. Allez. Allez. Donc là, on va assister à un feu de moteur sur un A320. Ok. On devrait voir apparaître un dégagement de fumée quand on va se rapprocher de l'avion. Non, promis, Philippe, je vais te rendre fier. À la fin, je te laisserai mon CV. Ce qui se passe, c'est sérieux. Moteur numéro 2. Très sérieux. Passement droit arrière. Le 19 qui se passe en Iglo. Donc là, feu moteur. Le moteur. On va se placer à l'arrière pour être le plus efficace possible. Il y a un autre camion qui sera en face de nous pour assurer la protection et on assurera également la protection des évacuations de l'autre côté. Ok. 3 camions vont se positionner. Là, on voit que ça fume fort. Tu peux prendre mon lance, tu appuies sur Start, Hop. on va se placer et là tu pourras commencer à appuyer sur la gâchette. Oh là là. Allez, en plein cœur. J'attends qu'il allume la pompe. C'est bon, ça allume, ça peut y aller. Voilà, ta gâchette, tu restes appuyé dessus. Reste appuyé. Voilà. Lève. Ah ouais. Attends, là, je vise pas très bien là. Attends, ça va. C'est sensible. Un rose des copains. Alors pour viser, ouais. Ok. C'est ça et là tu tapes sur ta gâchette. Parfait, attends. Allez, vas-y. Ah ouais, c'est moi qui je vois. Et Zach, il y a des passagers dedans, on se dépêche. L'eau commence à En sortir. bas, regarde, en bas. Oh zut, je vis sur le sol là. Ouais. Là, on est bien là. Là, j'ai visé l'aile. J'ai besoin de formation encore un petit peu. Un peu à droite. Et un peu à droite. Top, ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah ouais, mais ça envoie de ouf. Donc voilà, là tu as un exemple type d'une manœuvre où on fait jouer les 2 groupes de travail. Et dans la foulée, après, il monte, c'est ça? Voilà, il va rentrer, on va s'équiper d'appareils respiratoires, on va se retrouver à l'intérieur et on va prendre l'ambiance. On a une information comme quoi il y a de la fumée à bord. Ok. Donc le camion échelle est muni d'une lance. Donc on va progresser, on va faire une reconnaissance Avec la lance. et extraire les potentielles victimes qu'on trouverait à l'intérieur. Là on a 3 victimes. On voit qu'on a de la fumée à bord. On est dans les conditions du réel. Les conditions du réel. T'as peut-être déjà vu un avion dans cet état avec le siège. Le siège il est complètement mort. Et donc là, c'est un peu avec le chaos qu'il pourrait y avoir dans une réelle scène. Ouais, avec plus de monde, quand même. On essaye de faire un exercice majeur par an, en moyenne. Et puis là, on remplit l'avion d'une centaine de personnes et on joue avec les services de l'État, les gendarmes. C'est des volontaires en général? Bien sûr, des volontaires. Ouais. Puis il y a des exercices même plus larges au niveau de la plateforme, d'attaque terroriste,
voilà, de crise majeure. Ouais, vous rejouez des prises d'otages, des machins? On rejoue, avec tous les services de l'État, le GIGN, le RAID. Moi, franchement, Ouais. j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la fumée. C'est pas bon. Le bouche à bouche. Ouais, c'est le bouche à bouche. Là, ça y est, les victimes ont été sauvées, Vincent? Ça y est, tout le Elles monde ont est été sauvé. prises en charge? Écoute, grâce à toi. Ah là là. C'est magnifique. Vous voyez? Vous voyez? On se met un peu dans la peau du quotidien de personnes qui font des choses essentielles et très intéressantes. Mais tu sais quoi, Philippe? Regarde, on est que tous les deux. J'ai une question. Je suis parti de CDG pour aller à Séoul. Et été 2022, on m'a perdu une valise Ouais. qui m'a été ramenée. Quelques semaines plus tard, Ah. elle a été ramenée. Ramenée. Mais on me l'a perdue et j'avais même fait une vidéo dessus à l'époque. Et à l'époque, j'avais lu qu'il y avait eu beaucoup de bagages qui avaient eu Ouais. des problèmes, mais pas que ici. Dans plusieurs aéroports en Europe, genre, j'ai vu que c'était similaire à Amsterdam, même à Londres et tout. Pourquoi? Ah, mais il y a plein de raisons. En fait, c'est des infrastructures qui sont énormes et il peut y avoir plein de petits bugs techniques. Il peut y avoir ce qu'on appelle des micro-coupures de courant, Ok. parce que tout ça est alimenté par du courant en continu. Et la micro-coupure, elle va te mettre en rade ton système de convoyage bagages. Il y a un autre souci où on charge trop de bagages et donc là, il peut aussi y avoir des bugs. Sur l'un des trieurs, il y a plus de 30 000 moteurs. Tu vois, il peut faire très chaud. 30 000 moteurs. Donc c'est une infrastructure qui est à la fois immense et puis un peu fragile aussi. Mais c'est véritablement, c'est Mario Kart. Et été 2022, c'était une crise ou une raison particulière ou pas? Parce que vu que c'était quelque chose qui avait vraiment frappé beaucoup d'aéroports et tout, c'était quoi? C'était le retour des gens en vacances? En fait, en l'été 2022, de mémoire, il y a eu un bug de logiciel qui fait qu'on n'a pas réussi à démarrer tout de suite le trieur. En Ok. plus, il y avait quelques questions sociales Ok. qui se greffaient dessus. Et ce qui fait que quand le trieur a redémarré, on a chargé tous les bagages qui n'avaient pas pu être triés. Et là, il y a eu une espèce de sur-problème. Plus Et- ceux qui arrivaient en même temps, en continu. C'est ça, parce que au cœur du hub, c'est des milliers de passagers qui passent, donc des milliers de bagages par jour. ADP, ça gère que les 3 aéroports de Paris ou ça gère autre Non, chose? ça gère 26 aéroports dans le monde. On est un groupe, donc on a une base au Moyen-Orient, notre grosse base au Moyen-Orient, avec une filiale qui s'appelle TAV Airport, qui gère une partie des aéroports turcs, Izmir, Bodrum, Antalya, Ankara, D'accord. et qui gère aussi des aéroports en Jordanie, au Kazakhstan, en Macédoine. On gère l'aéroport de Delhi, d'Hyderabad, de Goa, de Bokapuram et L'aéroport Nagpur. de Delhi il doit. Donc on considère que nous, on gère à peu près 7 à 8% Du trafic mondial. du trafic mondial. Oh là là. En termes de chiffre d'affaires, ça représente quoi? Le groupe ADP, le chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 6 milliards. La Zacnani Prod, c'est pas 6 milliards. on est en dessous. Ça va venir, ça va venir. Il ne faut pas désespérer. Petit à petit. Voilà, petit à petit. Philippe, quand tu m'as parlé de 30 000 moteurs, je m'attendais pas à ça. Pour moi, une trieuse à bagages, je voyais une espèce de truc tentaculaire un peu ventouse. Tu vois, C'est regarde. immense. Immense, cathédrale de béton, une infrastructure industrielle. Quand on voit bien l'ensemble du dispositif. Genre, Bonjour, enchanté. Zach. Tu vas bien? Un grand plaisir de te recevoir ici, puis de voir toutes ces belles choses. C'est un joyau d'ADP. Voilà, un grand plaisir de te montrer tout ça. C'est quoi ton métier? Alors moi, je fais partie de la direction de l'ingénierie Ok, et donc je pilote le projet qui a permis la construction de cette infrastructure. ok. Donc c'est un peu Et, un de tes bébés. entre Voilà, guillemets. c'est ça, c'est un peu ça. C'est un beau bébé quand C'est même. un beau bébé. Il y a combien de bagages qui sont traités ici par jour? Alors aujourd'hui, ça dépend effectivement de la manière dont on compte. Ce qu'il faut retenir en ordre de grandeur, c'est que sur la plateforme, en fonction des années, surtout sur les dernières années, on a eu entre 30 et 50 millions de bagages. Sachant que sur ces deux infrastructures ici, on traite à peu près entre 5 et 7 par an. Donc en 2024, on était entre 6 et 7. Ok. Et par jour, on peut avoir des pointes avec les deux machines, on va dire à 30 000 bagages. Genre on va dire un gros samedi Voilà, c'est ça. de vacances d'été. C'est ça, c'est ça. Et en général, quand on a des crises, alors tout le système est ultra redondé, chaque fonction est très redondée. On a plusieurs trieurs, donc on est capacité, quand il y en a un qui n'est pas en tip-top forme, de basculer sur un autre. Et en général, c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Et donc potentiellement, si ça arrivait, qu'on ait un accident sur une des installations, on est capable, en fin de journée ou même Ok. la nuit, une fois que la panne elle est traitée, de retraiter directement. Alors ça, effectivement, c'est des cas extrêmement rares. Là, on est dans une partie très automatisée, mais il y a quand même des mainteneurs.
dans la partie automatique, c'est extrêmement rare qu'on perde un bagage. Il peut tomber du trieur, ça peut arriver. La procédure, elle est très simple. C'est qu'effectivement, donc les mainteneurs qui tournent, quand le bagage il est pris, il est réinjecté sur des postes spécifiques. Il est resécurisé, c'est réglementaire, obligatoire. Et il peut repartir. Donc si l'avion n'est pas encore parti, il est chargé en last minute et tout se passe bien pour le passager. Sinon, il prend le vol suivant et tout se passe bien. Voilà. Effectivement, c'est les gens qui maintiennent l'installation, ou même nous, ça peut arriver quand on se balade sur l'installation, qu'on voit des bagages, mais c'est extrêmement rare. Effectivement, on réinjecte et puis ensuite, ça repart à l'avion tranquille. On a 2 configurations sur les 2 machines, il faut garder en tête. Il y a le passager qui va venir déposer là où effectivement, tu as ta pesée de bagages, le bagage il part quelque part. Donc ça, c'est un premier point d'entrée, côté passager. Et on a, ce que le passager ne voit pas, la gestion des correspondances. C'est effectivement, des fois, tu prends un autre avion et donc tu dois décharger le premier pour charger le deuxième. Okay. Donc tu as 2 types de points d'entrée. Il y a ce qu'on appelle une fiche bagage qui a un peu sa carte d'identité, qui va définir effectivement où il va, quel vol, quelle est la destination, le passager, etc. Ouais. Exactement. Et donc l'idée, c'est que tous ces logiciels, ces informatismes, ils communiquent entre eux. En fait, on sait où il est, on sait où il va, on sait s'il est sécurisé ou pas. Et effectivement, il y a tout l'informatisme qui va gérer. Donc c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Effectivement, là, il y a beaucoup de capteurs, il y a des caméras, il y a plein de choses. Et ça scanne l'étiquette bagage. Et effectivement, on va ici vérifier que le bagage il est à la bonne position, que c'est le bon bagage. Voilà. Donc il y a des contrôles. Et effectivement, ces portiques-là, qui est une technologie, il y en a plein d'autres, mais on le retrouve à plusieurs endroits sur l'installation. Et après, c'est envoyé, je suppose, vers les personnes qui vont les mettre dans l'avion. Voilà, exactement. Et entre-temps, il y aura un contrôle de sûreté. Oui. Ton bagage va être examiné pour savoir s'il n'y a pas de l'explosif dedans, une arme à feu. Tout ça est automatisé. S'il y a un doute, il passe à un 2e examen. Et s'il y a encore un doute, il va à un 3e examen qui est humain ou qui sont des chiens. Mais attends, avec le volume de bagages que vous arrivez à les voir tous? Ouais, effectivement. Au moins les scanner une fois? C'est l'obligation. C'est réglementaire? C'est une obligation réglementaire. On n'a jamais trouvé de bagage qui était réellement douteux, effectivement, qui était prêt à être rechargé dans un avion avec de l'explosif. Ça, c'est déjà très positif. Mais effectivement, on a quand même des petites anecdotes un peu croustillantes. Je vais en donner une par exemple. Effectivement, on a retrouvé là assez récemment quelqu'un qui faisait du business en Afrique. Ouais. Effectivement, donc il chargeait du matériel avec des très gros volumes. Et donc effectivement, il doit passer par l'activité de fret pour pouvoir effectivement envoyer le matériel de France en Afrique. Et donc ce monsieur-là, pour peut-être gagner de l'argent, il l'a injecté sur le trieur comme étant un bagage passager. Sauf que sa masse, elle était tellement importante qu'elle a mis en défaut tout le trieur. Donc voilà, donc il y a ce genre d'anecdote. Il a envoyé un bagage tellement lourd. Tellement lourd, ouais, c'est ça. C'est ça, effectivement. Donc aujourd'hui, quand tu vas à la banque, c'est à peu près 35 kg. Quand tu es au-dessus de 35, en général, ça bloque tout. Le trieur, il est conçu pour, on va dire, tenir 60 à peu près. Ouais. Et donc là, il avait tellement chargé que bon, il a dû avoir une erreur qu'effectivement, ils lui ont injecté. Le bagage était sur l'installation. Donc effectivement, ça a tout grippé et il a fallu sortir le bagage. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est à la fois extrêmement impressionnant et très industriel. Et en même temps, c'est quand même une infrastructure qui est fragile. Moi, je vais te dire un truc. J'ai eu la chance, c'est ce que je te disais en off, de beaucoup voyager dans ma vie dès très jeune. Voilà. Moi, j'allais très souvent au Maroc parce que je suis marocain. J'ai eu la chance de vivre aux États-Unis quand j'étais jeune, à 5-6 ans. Donc, j'ai déjà pris des longs courriers à cet âge-là. Et en fait, moi, je viens d'une époque où mes parents, je vais te dire un truc, ils étaient stressés d'aller à l'aéroport. Ils venaient 3 heures en avance, c'était des longs temps d'attente, tout le branle-bas de combat, etc. Là, maintenant, j'en ai 30, donc j'ai beaucoup voyagé depuis. Et un des trucs qui m'a le plus vraiment marqué, c'est à quel point l'efficacité à l'aéroport a été améliorée partout. La sécurité, les visas, le passage à la douane s'il y a besoin, ou alors la sécurité aux frontières et tout, que ce soit à l'arrivée ou au départ. Maintenant, c'est pas rare que si j'ai pas de bagage en soute, j'arrive, le faites pas, c'est pas mon conseil, mais genre 1h15, 1h30 avant le vol et je les sens trop de stress. Ouais. Est-ce que il y a eu comment ça s'est amélioré cette Alors nous on a monitoré le stress et on sait qu'effectivement il y a des pics de stress pour les passagers au moment de certains passages un peu compliqués, le passage de la sûreté, le passage à la frontière. Bon, et on sait qu'une fois qu'ils sont dans la salle d'embarquement, alors là c'est un vrai moment pour eux. Et donc on essaye d'accompagner tout ça, c'est-à-dire on essaye d'assurer beaucoup de fluidité en amont. Parce que c'est ça qui fait que le passager va être bien, et puis de donner beaucoup de confort, d'hospitalité à la salle d'embarquement. Ça, c'est vraiment le cœur de notre stratégie pour accueillir toujours mieux les passagers. Après, il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais sur la sécurité et tout, vous avez eu un vrai boulot pour essayer de rendre ça peut-être plus fluide, même au niveau du check des bagages, des polices aux frontières et tout? Oui, bon, on s'est équipé déjà de nouvelles lignes de postes d'inspection filtrage, les PIF, comme on dit dans notre métier, de telle manière que ce soit plus fluide, avec des badnettes qui soient plus grosses, avec plus de personnel aussi. On s'était fixé un objectif qu'on tient, qui est de ne pas attendre en moyenne plus de 7 minutes. Et ça marche.
La fameuse tour de contrôle. Est-ce qu'il y a une tour de contrôle à chaque terminal ou alors Non, c'est il y en a une 3. générale? Il y en a 3. Il y en a une qui fait le nord, celle-ci. Ok. Il y en a une au sud. Et puis il y a une tour centrale qui est la tour historique, qui est opérée plutôt la nuit et qui est opérée pour certains événements exceptionnels. Par exemple, pour le défilé du 14 juillet. Voilà, la tour est activée. Là, on vient de creuser une géothermie pour décarboner intégralement nos opérations. Et puis petit à petit, sur tous nos parkings, on va mettre des panneaux solaires. Donc, tout ça est en train de bouger vite. Hein. On va être totalement décarboné au sol en 2035 ici, 2030 pour Orly. On est rejoint par monsieur Michel Landel. Michel, enchanté. Quel est ton rôle ici? Moi, je m'occupe de la sécurité, de la robustesse et de la performance des aires aéronautiques. Alors, pour faire simple, c'est tout ce qui est pistes, voies sur lesquelles les avions circulent, les points de parking des avions et des équipes qui s'en occupent. Tout est géré ici, dans la tour de contrôle? Ici, on est effectivement dans l'une des 3 tours de contrôle de Paris-Charles de Gaulle, la plus haute, parce qu'elle fait 95 mètres. Pourquoi on a 3 tours? Pour que les contrôleurs puissent assurer en toute sécurité la circulation des avions, à la fois à l'atterrissage, au décollage et au sol, comme je te l'indiquais, eh bien, il faut qu'on ait une tour par doublet de pistes, puisque, encore une fois, on a 2 pistes au nord, 2 pistes au sud, et traditionnellement, on parle de doublet de pistes. Voilà. La surface de CDG, c'est 3200 hectares. C'est 7 millions de mètres carrés de surface revêtue, donc de béton et de tarmac sur lesquels les avions roulent. C'est 1200 hectares d'espace vert. On a du mal à croire qu'effectivement, il y ait des espaces verts sur un aéroport, mais dans le même temps, on ne peut pas avoir d'arbres sur un aéroport. Donc, on n'a que des prairies aéronautiques. Michel, il y a combien d'avions qui sont gérés ici quotidiennement? On gère à peu près 1250 à 1350 mouvements par jour. Un avion se pose à CDG à peu près toutes les 45 secondes. On a la capacité d'accueillir par piste 36 avions par heure, soit au décollage, soit à l'atterrissage. D'accord. Donc on a un des dispositifs en Europe qui est le plus performant. On mesure encore en volume de passagers, c'est quoi qui permet de dire cette métrique, genre c'est le premier? En volume de passagers, c'est le premier en Europe, c'est le 6e au monde. 70 millions de passagers traités l'année dernière. À peu près 460 000 mouvements, donc 460 000 arrivées ou départs traités en 2024. Toutes les voies que tu vois ici de circulation avion, on a plus de 100 km de voies de circulation avion. Eh bien, il va remonter toutes ces voies et il va décoller d'une des pistes au nord. Est-ce que vous avez déjà eu une situation d'urgence à gérer à cause d'intempéries? Vous avez parlé de neige, mais par exemple, je ne sais pas, orage, neige, pluie, canicule, je ne sais pas si la chaleur peut avoir un effet ou autre, mais est-ce que c'est des choses qui arrivent? On a calculé, compte tenu de toutes les surfaces revêtues, que ce soit les taxi lanes, les taxiways ou les pistes, que la totalité des mètres carrés est équivalent à une autoroute 2 fois 3 voies entre Paris et Clermont-Ferrand. C'est-à-dire que le jour où il faut déneiger, on déneige l'autoroute entre Paris et Clermont-Ferrand à 2 fois 3 voies. Philippe, on est quelques jours après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On les a vus, les images sur les réseaux sociaux. Ils sont arrivés ici, ils ont pu prendre même des photos, etc. Je suppose que c'était peut-être un vol spécial. Comment ça s'est organisé? Effectivement, c'était un vol spécial, affrété par Qatar, avec un avion rien que pour les joueurs. Nous, on avait déjà, on s'était préparé pour les accueillir. On avait illuminé le terminal 1 aux couleurs du PSG. Voilà. Et puis après, toutes les opérations ont été mises en place de telle manière à ce qu'ils puissent avoir un poste dédié, de quoi débarquer, les bus qui étaient affrétés et puis escortés de telle manière qu'ils puissent sortir de la manière la plus fluide possible. Il y a des besoins spéciaux de temps en temps comme ça? Parce que là, on parle d'une équipe de foot, mais je ne sais pas, par exemple, des présidents, des ambassadeurs ou alors des personnalités, même si je sais qu'il y a aussi le Bourget à côté, peut-être pour l'aviation plus privée. Est-ce que ça arrive aussi ici? Alors, c'est sur les 3 aéroports, aussi bien à Paris-Orly, à Paris-CDG ici qu'au Bourget, on a la possibilité d'accueillir des chefs d'État. Parfois, d'ailleurs, pour des grands événements, ils arrivent sur les 3 plateformes. Et nous avons un pavillon d'honneur, le pavillon qui permet d'accueillir les chefs d'État avec le tapis rouge le plus long, c'est-à-dire celui qui correspond au niveau le plus élevé de l'honneur qu'on veut rendre, qui est à Orly. Mais effectivement, ça arrive tous les jours. Tous les jours, il y a du sur-mesure, il y a la capacité d'accueillir à la dernière minute. C'est du temps réel permanent. Tout ça doit se faire de telle manière qu'on puisse accueillir en même temps une personnalité et en même temps 200 000 passagers par jour. Bah, écoute, merci Michel. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. À bientôt, Zach. À bientôt. Et bonne visite.
Là, tu vas partir au bassin des Renardières. Ouais. Tu sais que l'aéroport Charles de Gaulle, c'est un aéroport côtier. Côtier au sens aéronautique. C'est-à-dire qu'on est un aéroport qui est certifié pour opérer près de la mer. Et là, tu vas aller à la mer. Mais en tout cas, ravi de t'avoir accueilli. Ravi de t'avoir montré une petite partie des métiers. Il y a 250 métiers, t'en as fait 3. Bon, tu peux revenir. Hein. Je reviendrai, promis. Philippe, merci beaucoup. Merci Zach. Ça fait plaisir. On va aller voir le bassin des Renardières. Bienvenue chez nous. Merci. Je suis ému. J'ai rejoint le service. Allez, let's go. Hop. Mais j'ai du mal à me dire qu'on est toujours dans un aéroport là. Let's go. Regarde, on est sous Dragster. Ah, c'est fort. Ah, on est arrivé. Salut Cassandra, tu vas bien? C'est quoi ton métier exactement? Alors moi je suis agent de prévention du risque animalier. Ouais. Notre rôle c'est d'anticiper mais aussi de prévenir les collisions entre les aéronefs et les oiseaux. Il y a un moyen de prévenir ça? Comment ça se passe? Alors nous il y a 3 grandes actions. On surveille, on lutte et on prévient. On surveille par des rondes, des circuits, on identifie les espèces, les comportements et aussi les zones attractives. Ok. Et après, on a plusieurs moyens de lutte avec le son. Donc, on a des stérélas, c'est des haut-parleurs qui sont mis aux abords des pistes, mais aussi sur le véhicule. Et dessus, on a plusieurs cris d'oiseaux, plusieurs bruits qui peuvent les faire fuir. Ça rejoue les cris peut-être d'un prédateur ou de. Oui, on a des prédateurs, mais on a aussi des bruits de proie pour qu'ils viennent vers nous. En fait, ils pensent qu'il y a un oisillon qui est. Bon, genre vous leur jouez ici il y a à manger, ici il y a à manger, et donc du coup ils viennent. Voilà, exactement. Et du coup, comme ça, ils viennent vers nous ou on les fait fuir. Okay. Après, on a aussi la lampe torche qui va très très loin, qui est moins utilisée, mais qui est assez utile sur des gros groupes d'oiseaux. Après, on a bien sûr la pyrotechnie avec le revolver qui tire des balles à blanc. Donc, c'est pas des projectiles, c'est juste du bruit. Ok. Et avec, on a des fusées, donc des fusées comme de détresse, des trucs comme ça? Pas vraiment, en fait, on a un revolver avec on tire, et en fait, il y a des fusées qui partent, on a des crépitantes et des détonantes, et les détonantes, elles servent plus à faire monter l'oiseau, et les crépitantes, à les faire suivre un chemin. Ok, je capte. Et ça fonctionne? Tu l'as déjà fait, toi? Ouais, ça fonctionne. Plusieurs fois? Bah ouais. Après, on a des revolvers Kappa aussi, ça tire des énormes fusées très loin, et ça pète énormément. C'est un truc énorme. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux autour, là, dans la zone? Oui, il y a plus d'une centaine d'espèces, voire 150. Et ça t'a déjà appelé en mode ouais, là, on a normalement un décollage, mais là, vas-y, il y a beaucoup d'oiseaux, ça peut pas, c'est pas possible. Et genre, tu dois arriver avec la voiture, et c'est comment? Oui, en fait, c'est le pilote qui dit moi, je décolle pas, il y a des oiseaux. Du coup, c'est la tour qui t'appelle. Et tu rentres sur la piste et tu utilises les outils que tu as, etc. Exactement. Ouais. Tu as le revolver? Oui. Il ressemble à quoi? Tu veux que je te le montre? Ah oui, je veux le voir. Ah oui, mais quand tu dis revolver, c'est un Colt, quoi. Bah, c'est un 9 mm. Du coup, voilà. Tu as le revolver. Ok. Là, tu as l'amorce que je te parlais, c'est une balle à blanc qui tire... il n'y a rien, c'est juste du bruit. Ok. Et là, tu as les détonantes et les crépitantes. Et les détonantes, c'est pour... Non, c'est les crépitantes pour faire suivre? Ouais, exactement, t'as bien suivi. Et les détonantes pour les chasser? Ouais. Ok. Et globalement, le but, c'est aussi de les préserver dans la zone, de faire en sorte qu'ils puissent quand même genre, se reproduire, vivre, éviter peut-être leur éradication. Je sais pas trop comment ça se passe. Non, en fait, on est là pour pas qu'ils se prennent les avions. On est aussi là pour eux, on n'est pas que là pour la sécurité aérienne. On est aussi là pour qu'ils ne meurent pas bêtement dans un réacteur, en fait. D'accord. Donc oui, on les préserve. Il y a certains moments où on les laisse à des endroits qui ne nous gênent pas, en fait. Où ça colle, il n'y a pas de souci. Ouais, ils vivent leur vie, quoi. Ouais. T'as fait quoi comme étude pour accéder à ce poste? J'ai fait un BTS Gestion et Protection de la Nature. Généralement, ils prennent des BTS GPN. Mais sinon, si tu as un passé avec la nature, si tu as le permis de chasse, oui, j'ai oublié de le dire, mais il faut le permis de chasse pour faire ce travail. D'accord. Moi, je ne l'ai pas eu. Enfin, je ne l'avais pas. Et on me l'a fait passer pour... T'as passé le permis de chasse spécialement? Oui. J'ai oublié de te dire, mais on a aussi le fusil. J'ai complètement oublié. En fait, je l'utilise jamais
vous On a avoue aussi de la qu'en- dynamite. En fait, pour expliquer, réglementairement, on est obligé d'avoir le fusil D'accord. pour en dernier recours, mais il est pratiquement jamais utilisé. Ok. S'il est utilisé, c'est vraiment pour un animal blessé. On va pas le laisser souffrir pour rien. Ouais, ok. Genre peu de chances de survie, il est sur la piste. Oui, Je comprends. Je comprends. nous, on est là sur la journée aéroportuaire. Du coup, on est là 30 minutes avant le lever et 30 minutes après le coucher. On travaille avec le soleil et du coup avec les saisons. Du coup, on a des rythmes différents selon les saisons. En hiver, on a une grille de 9 heures. Ok. En intersaison, on est à 9h30 et en été, là, on est en grille très longue de 10 heures. Et voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Un grand merci à ADP de nous avoir ouvert les portes d'un aéroport comme celui de Charles de Gaulle. Je suis très heureux d'avoir pu le visiter. Je suis un grand fan, je vous l'ai déjà dit, des avions, des aéroports. Je kiffe l'ambiance qu'il y a à l'intérieur. Donc quand on m'a proposé d'en visiter un petit peu l'envers du décor, de découvrir des métiers, j'ai accepté directement. J'espère que ça vous a ouvert les yeux, que ça vous a aidé à découvrir, voir un peu ce qui s'y fait et justement mettre un peu la lumière sur des métiers qui en ont besoin. Encore une fois, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Un merci à ADP et on se dit à la prochaine les amis. Ciao ciao.